Chers élèves, bonjour. Pour clore notre chapitre sur la poésie, et en particulier cette partie qui consiste à voyager, le front collé à la vitre, je voudrais vous présenter un train extrêmement particulier. Il s'agit du Transsibérien. Le Transsibérien, c'est la plus longue ligne de chemin de fer au monde. On a terminé de la bâtir, de l'édifier en 1916. Elle va de Moscou jusqu'à Vladivostok sur le bord du Pacifique. Elle fait 9000 km de long, elle s'arrête à 990 gares et à l'époque, au moment où elle a été ouverte au grand public en 1916, on mettait une semaine entière pour parcourir l'intégralité de la ligne. Il est un écrivain dont je vous ai déjà parlé, qui s'appelle Blaise Cendrars, qui est cet écrivain voyageur dont je vous ai dit qu'il a eu une vie extraordinaire, qui a eu la chance de voyager dans le Transsibérien. Au début du XXe siècle, à l'âge de 16 ans, Blaise Cendrars part pour Moscou, prend le Transsibérien et traverse la Russie. Il découvre notamment la Sibérie où sévit le froid et à cette époque la maladie aussi, en l'occurrence le choléra. Ce voyage est une véritable aventure. 10 ans plus tard, il rédige un long poème de 445 vers qui relate cette expérience extraordinaire, la prose du Transsibérien et de la petite Jeanne de France. Lorsqu'il commence à rédiger son recueil au début du XXe siècle, Blaise Cendrars vit à Paris, à Montmartre, qui est le lieu du renouveau artistique, qui est fréquenté par de nombreux poètes et de nombreux artistes comme Picasso, Braque ou Picabia. Et Blaise Cendrars fait la rencontre d'une artiste peintre qui s'appelle Sonia Delaunay à l'occasion d'une soirée chez Apollinaire, le poète. Rapidement, les deux artistes décident de travailler ensemble autour de ce poème et ils vont faire ce qu'on appelle le premier livre simultané. Le texte et l'image ne sont plus opposés comme dans les livres classiques, mais ils sont étroitement imbriqués dans l'idée de créer une émotion artistique nouvelle. Afin que vous vous fassiez une meilleure idée de ce qu'est ce livre simultané, je vous propose de regarder quelques secondes d'un reportage autour de ce fameux livre tableau qui rapporte le voyage de Blaise Cendrars dans le Transsibérien. Au début de l'année 1913, donc, Cendrars envoie à Madame Delaunay le début de son nouveau poème, qui est justement prose du Transsibérien et de la petite Jeanne de France. Elle est enthousiaste et elle a l'idée d'en faire un livre d'artiste, mais surtout un livre vertical. Et donc, inspirée, elle va peindre une huile de 2 mètres de long avec des pochoirs qui se termine par une petite tour Eiffel, c'est la seule image figurative, et qui répond bien sûr au poème parce que prose du Transsibérien et de la petite Jeanne de France, c'est un grand voyage métaphorique qui emporte le poète avec la petite Jeanne, qui est à voir comme une sorte de double, son âme féminine, et qui est un voyage qui traverse la Sibérie, la Russie en guerre, pour aboutir à Paris, qui est le lieu où l'écriture, la Renaissance est possible. Alors le livre paraît fin novembre 1913, c'est un ouvrage qui se présente comme un petit livre de poche, mais qui se déplie sur 2 mètres de long et qu'il s'ouvre encore sur 36 cm de large, avec d'un côté la typographie et de l'autre la peinture. Les deux artistes ont exécuté 60 exemplaires au pochoir de ce poème tableau et ils avaient pour objectif d'atteindre l'impression de 150 exemplaires au total qui, mis bout à bout, puisque chaque livre fait 2 mètres de haut, aurait constitué une tour de 300 mètres de hauteur, l'équivalent de la tour Eiffel, point ultime de la lecture verticale du poème et point d'arrivée du narrateur qui part de Moscou pour arriver à Paris, qui constitue le temps de l'écriture. Je vous propose désormais d'écouter le début de ce poème et d'essayer de ressentir la passion du voyage et l'élan de l'adolescent qui désire s'approprier le monde qui s'ouvre à lui sans jamais en être rassasié. Soyez attentifs également, s'il vous plaît, à la musicalité qui se dégage de la lecture du poème. En ce temps-là, j'étais en mon adolescence. J'avais à peine 16 ans et je ne me souvenais déjà plus de mon enfance. J'étais à 16 000 lieues du lieu de ma naissance. J'étais à Moscou, dans la ville des 1003 clochers et des 7 gares
Et je n'avais pas assez des 7 gares et des 1003 tours, car mon adolescence était si ardente et si folle, que mon cœur tour à tour brûlait comme le temple d'Éphèse, ou comme la place rouge de Moscou quand le soleil se couche. Et mes yeux éclairaient des voix anciennes. Et j'étais déjà si mauvais poète que je ne savais pas aller jusqu'au bout. Le Kremlin était comme un immense gâteau tatar, croustillé d'or, avec les grandes amandes de cathédrale toutes blanches et l'or mielleux des cloches. Un vieux moine me lisait la légende de Novgorod. J'avais soif, et je déchiffrais des caractères cunéiformes. Puis, tout à coup, les pigeons du Saint-Esprit s'envolaient sur la place, et mes mains s'envolaient aussi, avec des bruissements d'albatros. Et ceci, c'étaient les dernières réminiscences du dernier jour, du tout dernier voyage, et de la mer. Pourtant, j'étais fort mauvais poète, je ne savais pas aller jusqu'au bout. J'avais faim. Blaise Cendrars, avec l'aide de Sonia Delaunay, va chercher à faire naître en nous des images. Les premières images sont celles de l'adolescent habité par une excitation fiévreuse. On le voit à la surenchère des nombres qu'il déploie. Et la deuxième idée, c'est que le poète va partager avec nous la rêverie poétique qui l'accompagne dans son voyage. Il commence par nous décrire un paysage réel. Il est à Moscou. Et puis il va enchaîner avec un paysage qui est beaucoup plus rêvé. Et pour cela, il va multiplier les comparaisons qui sont monumentales pour montrer à quel point ce voyage est fort. Il enchaîne avec des métaphores, on entre vraiment dans le rêve. Le Kremlin devient un immense gâteau tatar croustillé d'or qui rappelle les contes de fées comme Hansel et Gretel ou comme le palais de Dame Tartine. Dans son poème se mélangent la réalité et le rêve, l'ancien et le moderne, l'Orient et l'Occident. Tout s'éloigne et se rapproche et les images se succèdent pour signifier le voyage et l'exaltation du jeune homme. Si Blaise Cendrars a voulu son œuvre visuelle, comme on vient de le voir, il a également voulu que son œuvre soit résolument musicale, comme en atteste la dédicace aux musiciens. Mais comment Cendrars parvient-il à rendre mélodique le récit de son voyage dans le transsibérien? Pour cela, il va utiliser ce qu'on appelle le vers libre. Contrairement à ce que dit le titre, la prose du transsibérien, l'œuvre n'est pas une œuvre en prose, mais c'est une œuvre en vers libre. Pour bien comprendre, comparons le vers libre au vers traditionnel. Concernant le vers traditionnel, la structure du poème est fixe. On a affaire ici à un poème de Du Bellay, un sonnet composé de 2 quatrains et de 2 tercets. Chez Blaise Cendrars, le poète est tout à fait libre de structurer le poème comme il l'entend. La deuxième différence, c'est celle des vers. Les vers, dans le vers traditionnel, sont réguliers. On a affaire ici à des vers de 12 syllabes, des alexandrins, qui se déroulent tout le long du poème. Chez Blaise Cendrars, au contraire, on va alterner des vers de différentes mesures, ce qui va permettre au poète de créer le rythme particulier qu'il veut donner à son poème. Le dernier point, enfin, c'est celui des rimes. Dans un sonnet, on va trouver des rimes régulières, ici embrassées. Dans le vers libre, le poète peut ne pas recourir à la rime, on le voit ici, mais il peut également, s'il le souhaite, recourir à cette répétition de sons. Pour résumer, le vers libre avec le vers traditionnel sont des formes d'écriture qui appartiennent à la poésie, et l'on oppose souvent la poésie à ce qu'on appelle la prose. Quelle est la différence entre la prose et la poésie? La poésie est une manière toute particulière de s'exprimer qui va occuper l'espace de la page blanche comme elle le souhaite et qui va pouvoir recourir à une ponctuation absolument libre. A contrario, la prose, elle, occupe toute la largeur de la page et elle a une ponctuation cohérente. À la prose, on va associer, vous vous en rappelez, on l'a vu chez Maurice Pons, la prose poétique qui vient entre la prose et la poésie parce qu'elle recourt au lyrisme
et qu'elle multiplie les procédés d'écriture qui sont les procédés d'écriture préférés de la poésie. Enfin, je vous rappelle qu'en poésie, on parlera de strophes, là où en prose, on parlera de paragraphes, et qu'en poésie, on parlera de vers, là où en prose, on parlera de lignes. Ainsi, pour créer de la musicalité dans son poème, le poète Blaise Cendrars recourt-il au vers libre qui lui permet de faire alterner des vers longs et des vers beaucoup plus courts et de créer le rythme qui lui convient. Pour conclure sur ce poème, c'est l'intention en tout cas du poète, une véritable symphonie poétique. Et je voudrais le rapprocher d'un morceau d'un compositeur qui s'appelle Arthur Honegger, qui a écrit une œuvre qui s'appelle Pacifique 231, une évocation symphonique d'une énorme locomotive. Et en l'occurrence, cette symphonie a servi de musique au film d'Abel Gance, un film muet de 1923 qui s'appelle La Roue et pour lequel Cendrars fut assistant bénévole. Je vous laisse écouter un extrait de cette symphonie qui relate un moment où le train file à vive allure. J'espère, chers élèves, que vous aurez perçu à la fois la dimension éminemment picturale et la dimension musicale du poème. Et c'est à vous maintenant de partir, le front collé à la vitre, dans le véhicule de votre choix, un train, une voiture, et de me raconter, en rédigeant un poème en vers libre, ce que vous avez vu, entendu et ressenti. À demain.